quand je vois que certains se suicident parce qu'ils ont l'impression que la justice n'avance pas et que personne ne les aide, franchement, c'est terrible à dire, mais j'en viens presque à le comprendre. Émission un peu particulière aujourd'hui puisqu'on reçoit un invité, c'est Jérém Star qui est avec nous ce soir. Salut Jérém Star. Salut à tous. Salut, Jérém Comment Star. ça va Jérém Star? Eh bien écoutez, super, toujours content d'être sur Fun Radio Belgique. Alors Jérém Star, on ne te présente plus, chef d'entreprise, créateur de contenu, chroniqueur télé, comédien, écrivain. J'ai même envie d'ajouter animateur radio à la liste, puisque tu vas rester avec nous jusqu'à 20h pour parler d'un sujet que tu connais bien, c'est le cyberharcèlement. Tu viens d'ailleurs de sortir ton livre qui parle du cyberharcèlement, dans lequel tu reviens sur ces 5 dernières années durant lesquelles tu as vécu un véritable enfer. On va revenir sur les faits. Donc, on est en janvier 2018. Tu te retrouves accusé de corruption, agression sexuelle sur mineurs et recours à la prostitution. C'est le début de ce qui était appelé le Jérém Star Gate. Aujourd'hui, tu te considères comme un survivant des réseaux sociaux. C'est d'ailleurs le titre de ton livre. La question que je me pose, c'est pourquoi l'avoir écrit et pourquoi maintenant ? Alors, parce qu'entre-temps, depuis 2017, c'était quand 2018, non, je sais même plus, enfin, le début de toutes ces polémiques. C'est 2018, moi, je crois. Donc, c'est des mots très forts, effectivement. Ah oui, corruption de mineurs, recours à la prostitution, des trucs qui sortent de nulle part et qui n'ont aucun sens. Donc, en fait, c'est ça, accusé de tout et n'importe quoi, comme c'est la grande mode en 2022 et déjà en 2018, du coup, sur les réseaux sociaux. Pourquoi sortir ce livre tant d'années après ? Parce que 5 ans après, les gens croient toujours que j'ai fait des choses qu'on m'a foutu sur le dos. Les gens croient encore aux rumeurs. Ma réhabilitation, on va dire, médiatique est très compliquée parce que vous savez ce que c'est à la télé, sur Internet, tout ça. Quand on vous accuse de quelque chose, ça fait du clic, ça fait vendre. Mais quand vous êtes déclaré innocent et que, en plus, vous faites condamner les mentors qui ont menti à votre sujet, eh bien, il n'y a plus personne. Donc, en fait, j'avais besoin de sortir un livre. C'est l'objet qui, finalement, me permet de m'exprimer sans qu'on vienne le salir, comme c'est le cas sur les réseaux sociaux où les gens racontent tout et n'importe quoi. Et puis, parce que surtout, pourquoi ce livre maintenant ? Parce que les gens croient que depuis 2018, les polémiques que j'ai pu vivre se sont calmées. Et en fait, c'est ce que je raconte dans ce livre. Ça ne s'est jamais arrêté et c'est même devenu de pire en pire chaque jour avec des vraies répercussions dans la vraie vie. Voilà, c'est aussi ça le cyberharcèlement, c'est que ça s'impacte complètement dans la vie quotidienne. Alors dans ton livre, tu reviens donc sur l'affaire du Jérém Star Gate d'un point de vue juridique et économique. Tu reviens aussi sur ton ressenti tout au long de cette période, sur les conséquences que ça a eu sur ta vie, sur ta vie sentimentale aussi, sur ton combat au quotidien. Et puis tu mets aussi en évidence les incohérences de la justice française par rapport au cyberharcèlement. Tu expliques par exemple avoir dépensé 200 000 € de frais d'avocat pour sauver ton honneur. Tu le dis un peu dans le livre, mais est-ce que sans cet argent, tu serais peut-être plus là aujourd'hui ? Ah bah oui. Je pense que l'argent a acheté ma survie, c'est un peu ce que je dis aussi. Je pense que, bien sûr, loin de moi l'idée de vouloir faire la promotion du suicide, mais enfin, quand je vois que certains se suicident parce qu'ils ont l'impression que la justice n'avance pas et que personne ne les aide, franchement, c'est terrible à dire, mais j'en viens presque à le comprendre. Et je me rends compte d'ailleurs que des personnes de qui j'étais proche, par exemple, je pense à une youtubeuse qui s'appelait Mavachou qui s'est suicidée parce que ses dossiers n'avançaient pas. Bizarrement, tout s'est accéléré à partir du moment où elle est morte. Donc en fait, c'est ce que je dis souvent. Moi, je suis très fatigué, là, j'arrive un peu à bout de souffle parce que j'ai enchaîné les polémiques et quand vous arrivez à vous sortir d'une, il y a 3 blaireaux qui en relancent une autre, il y a des journalistes qui veulent vous faire tomber, il y a tout un milieu aussi sur lequel je balance beaucoup, la télé-réalité, l'influence, qui sont contrariés par ce que je balance et qui font un petit peu des vendettas contre moi. Et en fait, c'est vrai que c'est compliqué. Et j'en viens à un point où je me dis, j'ai claqué 200 000 balles pour des procédures qui sont pour certaines encore en cours. J'ai payé des sommes comme ça finalement, j'ai financé la cause du cyberharcèlement. Tant mieux si ça peut aider. Mais au final, même si je fais condamner les gens, ce qui a été le cas, j'ai fait condamner en première instance un journaliste à 1 an de prison pour cyberharcèlement. En fait, c'est très peu relayé et puis ça ne change rien. Le mal est fait, je suis toujours détruit et même si je gagne, de l'argent après un procès, parce que là on parle d'1 an de prison, mais en France ou en Belgique c'est pareil. On va pas en prison en réalité, c'est écrit sur le papier. Mais en fait, la prison, à moins d'avoir tué quelqu'un, tu n'y vas pas, tu vois. Donc en fait, c'est démoralisant et 200 000 €, tu te dis la prochaine fois.
Bah, faut-il en fait pas se suicider, ça reviendra moins cher. Enfin, on en vient à ça en fait, tellement personne ne bouge. Faut être riche en fait. Ben, c'est ce que j'allais dire, c'est pas donné à tout Oui, le c'est monde de ça. sortir 200 000 euros de frais d'avocat comme ça. Bah, 200 000 euros, voilà, étalé sur 5 ans. J'ai renoncé à un bien immobilier en fait. Ah oui. Pourquoi en fait? Non mais très honnêtement, pour la cause, et je suis content voilà, de combattre tout ça, mais ça ne rétablit finalement pas tant que ça mon honneur. C'est une décision de justice. Le mal est fait sur les réseaux sociaux. Le tribunal populaire vous condamne immédiatement quand la justice met des années à agir. Donc c'est vrai que c'est compliqué, ça coûte cher de se défendre et on ne retombe pas dans ses frais et c'est tout le désarroi, hein. Quelqu'un qui est pauvre et qui n'a pas les moyens de se défendre, je pense que très sérieusement, il pense au suicide à un moment donné s'il se sent incompris. Et c'est terrible, il y a vraiment un très mauvais encadrement des victimes et c'est vraiment le fléau de cette génération d'aujourd'hui, quoi, 2.0, quoi. Et puis en plus, tu t'expliquais, outre le fait de l'argent, etc., que la justice, en fait, ne prend pas vraiment au sérieux les histoires de cyberharcèlement, etc. Peut-être qu'ils ne s'y intéressent pas alors qu'ils devraient, et qui du coup, ils ne s'informent pas assez là-dessus. Mais est-ce que tu penses qu'il faudrait peut-être faire des conférences ou leur faire des formations spéciales par rapport aux réseaux sociaux, etc., pour mettre en avant la chose? Bah, de toute façon, c'est presque ce que je fais quand je suis entendu des fois à la police en tant que témoin pour des affaires, par exemple d'une youtubeuse, là, comme je vous disais, qui s'est suicidée. J'explique aux policiers comment fonctionne une story, comment fonctionne tel réseau social. Enfin, on se rend compte qu'en fait, il faudrait vraiment beaucoup plus de formation. Mais oui, la justice n'y comprend rien. Enfin, cyberharcèlement, on en parle beaucoup. Il s'agit pas. Enfin, voilà, évidemment que si je me fais traiter de connard sur les réseaux, qu'on n'aime pas ce que je fais, c'est pas bien grave. Mais en l'occurrence, moi, il y a eu des fausses plaintes contre moi. On m'a accusé de faits extrêmement graves et sales. Et la justice n'y comprend rien. Ouais. Je suis face à des juges qui ont 60 ans. Oui, bon, on m'a quand même sorti. Je voudrais pas accorder plus de temps à cette affaire qu'elle n'en mérite. Non, mais Ah oui, attendez, quand même. mais on rêve. Mais non, alors qu'à l'heure actuelle, c'est quand même les plus grosses histoires qui sortent pour le moment, en plus. Non mais Bah, et puis en plus le cyberharcèlement ouais. aujourd'hui, ok, on peut se faire critiquer sur les réseaux, mais ça a des répercussions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers sur Internet. Quand tu te fais cyberharceler, ça peut avoir des répercussions, d'un point de vue professionnel. Ben, c'était ton cas. C'est ça. Mais même sans être, célébrité ou influenceur ou quoi, quelqu'un qui se fait cyberharceler, ça peut remonter à son employeur dans un autre domaine professionnel. Il y a des vraies répercussions, il y a une réputation qui est entachée, qui est salie, ça traîne sur Internet, ça te poursuit à vie. Une fois que c'est viral et que c'est sur Internet, tu ne peux plus effacer ça. C'est trop tard. Alors, on a vu il y a quelques jours que la relance du rachat de Twitter par Elon Musk était relancée. On sait Elon Musk qui veut faire de Twitter un lieu où la liberté d'expression prime, selon lui. Il veut retirer donc toutes les barrières, le peu de barrières qu'il y a sur Twitter. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour rendre les réseaux sociaux plus safe? Non mais alors Twitter déjà c'est le pire lieu au monde, c'est une zone de non-droit où tout le monde se croit intouchable. Franchement la liberté d'expression ça me fait bien rire, faut pas confondre liberté d'expression et diffamation et harcèlement. Et d'ailleurs moi j'ai fait condamner un journaliste qui jouait sur la liberté d'expression. Non, quand on traite quelqu'un de fils de pute, excusez-moi hein, mais qu'on donne son adresse, qu'on appelle à venir me frapper, m'agresser, que je me retrouve à avoir des menaces d'attentat sur la tournée de mon spectacle, que je me fais agresser dans la rue et compagnie, on n'est plus sur de la liberté d'expression, on est sur quelqu'un qui véhicule de la haine. Et la liberté d'expression, ça va 5 minutes. Twitter, alors il se cache tout le temps derrière ça, Twitter, hein, liberté d'expression. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bah tout simplement, il y a 10 ans, quand on téléchargeait dans notre chambre d'adolescent de la musique illégalement, on recevait une lettre d'avertissement dans notre boîte aux lettres, et au bout de 3 avertissements, plus le droit d'avoir un abonnement Internet. Eh bien, je demande un fichier numérique des agresseurs numériques. Voilà, quand quelqu'un est condamné ou se comporte mal sur les réseaux, il appartient à un fichier numérique des délinquants. Voilà, c'est déjà la première chose qu'il faudrait faire. Des sanctions et une pièce d'identité pour savoir qui sont tous ces bolos qui se croient intouchables et impuissants derrière leur téléphone. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait débat, cette validation de compte par sa pièce d'identité. C'est quelque chose que toi, tu défends à 100%. Ah ben totalement. Stop à l'anonymat, stop aux gens qui se croient tout permis. Voilà, une agression sur les réseaux sociaux, c'est comme une agression dans la rue. Ça fait tout aussi mal. Exactement. Alors, il y a quelques jours, tu as organisé pour la première fois une action militante devant le tribunal de Paris avec d'autres victimes du harcèlement, comme par exemple le compagnon de ton ami Mavachou dont tu parlais il y a quelques minutes. C'est quoi que vous demandez exactement à la justice et qu'est-ce que vous attendez de ce genre de manifestation?
Alors c'était une action militante parce que c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu de cause dans ma vie. Puis après avoir vécu le cyberharcèlement, le lynchage médiatique et des réseaux sociaux, tout ça, je me suis dit il faut vraiment que je m'engage pour cette cause. Et voilà, j'ai voulu faire à la manière un petit peu, je sais pas, des féministes ou de la cause animale où on voit souvent des actions fortes. Je me suis dit on va en faire pour le harcèlement parce qu'il n'y en a pas. Donc on s'est tout simplement pointé devant le tribunal à Paris avec des pancartes, des mots chocs. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est par cette entrée que les juges rentrent, que les avocats rentrent. Ils ont pu voir les messages. J'espérais aussi que les médias relayent ça. Malheureusement, c'est beaucoup plus facile de relayer d'autres choses quand je suis dans, je sais pas, quand je balance par exemple sur la télé-réalité. Et bizarrement, cette action a moins été relayée parce que c'est un sujet sérieux, les gens ne s'y intéressent pas assez, voilà. Mais le but, c'était de donner un coup de pied dans la fourmilière et d'aller devant cet endroit qui est quand même très symbolique, le tribunal, pour montrer qu'en fait, dans mon pays, cet endroit ne me protège pas. Alors tu parles des médias. À plusieurs moments aussi dans le livre, tu reviens sur tes relations avec les médias qui ont aussi leur part de responsabilité dans toute cette histoire. Ils ont beaucoup parlé de toi au moment où tu as été accusé. Au moment où tu es innocenté, tu nous le disais encore il y a quelques minutes, c'était silence radio, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec les médias, les merdias même, comme tu les appelles dans ton livre ? Alors en Belgique, je suis très content parce que c'est vrai que j'ai vraiment la possibilité de parler dans les médias, mais c'est vrai qu'en France, c'est un peu plus compliqué parce que c'est beaucoup plus vendeur pour eux là-bas de mettre quelqu'un à terre, d'accuser quelqu'un plutôt que de le blanchir. Évidemment, quand quelqu'un est innocent, tout de suite, c'est moins croustillant, les gens peuvent plus fouiller, Donc c'est compliqué, mais il devrait y avoir aussi dans la lutte contre le cyberharcèlement, quand on est victime de campagnes de dénigrement comme ça sur les réseaux, un droit à la réhabilitation médiatique. Donc en fait c'est compliqué, les médias ont participé évidemment, et je comprends parce que moi-même j'ai alimenté tout ça quand j'avais mes blogs de télé-réalité. Évidemment que le scandale, c'était les articles qui faisaient le plus de vues. Ouais. Non mais je le comprends, mais pour autant je traitais quand même aussi l'autre côté quand il y avait des choses un peu plus positives aussi. Donc c'est pas égal, mais on est dans une société du sensationnel. Donc en fait ça ne me surprend pas et c'est aussi pour ça que je sors un livre. C'est mon moyen d'expression. Alors, on s'en souvient, un peu avant ce gate, tu étais chroniqueur dans l'émission de Thierry Ardisson. Tu étais suspendu donc suite à toutes ces accusations. Tu as encore des contacts avec les membres de l'équipe de Thierry Ardisson, et est-ce que retenter l'expérience de la télé ou de la radio, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait te tenter ? Oui, j'adorerais refaire de la télé. Moi, c'est vrai que j'ai eu un cassage de carrière parce que dès que j'ai été accusé de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de gens, ils ont flippé, ils se sont dit on va pas prendre le risque, on va l'écarter. C'est une question de pub, d'annonceurs. Ils avaient peur que si ce soit vrai, on allait perdre tous les annonceurs. Donc en fait, il n'y a pas de respect de la présomption d'innocence. Et moi, j'adorerais refaire de la télé, mais c'est vrai que ça s'est arrêté vraiment très brutalement. J'ai encore des contacts avec Thierry Ardisson. C'est toujours quelqu'un pour le coup qui m'a beaucoup soutenu, mais la chaîne C8 a vraiment eu un comportement scandaleux et déplorable avec moi. On m'a jeté comme une merde alors que tout ça était faux. Donc c'est la dure loi de la télé. Alors en 2020, tu devais faire ton grand retour à la télévision dans l'émission Fort Boyard. Finalement, la production a décidé à la dernière minute de dire « tu ne viens pas ». Qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment ? Alors à ce moment-là, j'étais sur le tournage de Fort Boyard, j'allais pour tourner et j'ai encore été victime de quelqu'un qui cherchait à relancer des polémiques à mon sujet, qui contactait la production, qui balançait des rumeurs et encore une fois, la chaîne, la production ont eu peur. Sauf qu'en fait, cette personne en question, qui était donc le journaliste que j'ai fait condamner à de la prison en première instance, a réellement par la suite été condamné, mais c'était trop tard parce que sur l'instant T, encore une fois, un projet qui s'annule. Oui. Donc les répercussions sont réelles. Ça part surtout des réseaux t'étais vraiment sociaux, sur le tournage, t'étais là-bas et c'est vraiment la dernière minute qu'on a dit on te remplace quoi. C'est ça. Et c'est insupportable parce qu'en fait ces gens-là gagnent quoi. Oui. Et c'est insupportable, c'est encore... Et puis c'est des articles encore qui recommencent, c'est toute cette haine qui continue, qui s'alimente, etc. Et puis en plus, le fait que du coup les émissions, par exemple, te retirent, etc., c'est comme si au final c'était vrai, c'est ça. Alors que c'est faux. Donc, du coup, être déprogrammé ou annulé ou quoi, c'est comme reconnaître que je suis coupable. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça t'enfonce alors que... C'est ça.
Alors tu expliques aussi que tu as changé pas mal de choses dans ta vie. Par exemple, tu es obligé de, à certains moments, poster tes stories en décalé, alors qu'on sait tes stories, c'est un peu ta marque de fabrique. Tu es aussi obligé d'être accompagné tout le temps parce que tu as peur de te promener seul. On comprend complètement pourquoi quand on lit ton livre. Est-ce qu'il y a quand même des choses positives qui ont changé dans ta vie depuis toute cette histoire ? Oui, quand même, il y a des choses positives. Je suis quelqu'un voilà, qui se bat, qui essaye d'être positif, de, on va dire, transformer le négatif et toutes ces expériences en positif. Donc voilà, j'ai quand même la chance encore aujourd'hui d'avoir réussi à rebondir. J'ai fait un one-man show où j'arrive à remplir toutes mes salles. On va dire que finalement, voilà, mon public m'a toujours soutenu et toujours suivi. Donc il y a des choses positives. Mais c'est vrai que ça reste des blessures et des traumatismes. Qui perdure dans le temps, donc c'est quand même compliqué à gérer au quotidien et il m'est arrivé des choses terribles, voilà, des agressions dans la rue, voilà, je pense à un djihadiste qui m'a carrément retenu en otage pendant 1 heure dans un parc, voilà, parce que le mec était persuadé que ce qu'il disait de moi était vrai et on se retrouve face à des déséquilibrés et franchement c'est flippant, les seringues dans ma boîte aux lettres. C'est vraiment ça l'envers du décor aussi du cyberharcèlement, donc c'est sûr que quand je parle de ça on se dit oh là là, la vie est horrible. Il y a des très belles choses aussi dans ma vie, bien sûr, mais il faut aussi pointer tout ça pour que la justice se remue. Alors, en plus de ton livre, tu as lancé il y a quelques années une plateforme qui s'appelle harcèlement.online. À quoi ça sert exactement ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Alors c'est une plateforme justement d'aide collective où toutes les personnes qui sont harcelées peuvent venir parler de manière anonyme, me raconter leur histoire. Donc moi j'y réponds, j'y passe tous les jours. C'est voilà, un forum d'échange avec des conseils pour réagir en cas de situation de harcèlement, pour empêcher les gens de se suicider, pour ouvrir la parole. Et dans ton livre aussi, ça c'est quelque chose moi, qui m'a marqué, qui a retenu mon attention. Tu évoques ton passé en diffusant des extraits de ton journal intime qui parlent de la télé-réalité. Pourquoi en fait avoir voulu mettre ça dans ton livre alors que tu expliques vouloir te défaire de tout ce milieu ? Alors encore une fois, j'ai voulu, comme je l'ai toujours fait franchement pendant ma carrière, lancer, on va dire, une alerte aux jeunes, leur montrer que ce milieu de télé-réalité qui les fait tant rêver, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de jeunes veulent soit faire de la télé-réalité, soit faire des placements de produits pourris pour gagner de l'argent. C'est terrible, c'est vraiment génération qui ne veut plus rien faire. Ils sont, moi ça me désole. Donc en fait c'est très trash les passages que je diffuse dans mon livre. C'est l'envers du décor de la télé-réalité, des pratiques terribles. Je raconte des anecdotes notamment sur des candidates de télé-réalité qui se livraient à des pratiques scatophiles, des choses que j'ai vues moi-même de mes propres yeux. Et en fait, c'est pas pour balancer, c'est pour expliquer ce qu'est ce milieu, comment je m'y suis perdu et à quel point surtout je suis heureux d'en être sorti. Et c'est aussi une manière de montrer que tout ce qui m'est arrivé, c'est parce que je savais tout ça et qu'on a voulu me faire taire. J'explique en fait d'où sont nées les polémiques, les accusations à mon égard, parce que j'ai ouvert ma gueule et que j'ai dénoncé des choses qui dérangeaient des cercles au-dessus des miens. Aussi, à la fin de ton livre, tu présentes tes excuses à toutes les personnes en fait, que tu aurais pu choquer. C'est important de le faire pour toi ? Oui, parce que franchement, c'est quelque chose qui revient fréquemment quand je dis que je suis engagé dans la lutte contre le cyberharcèlement. On me répond « Non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, t'étais le premier à harceler les gens ». Voilà, c'est vrai que pendant de nombreuses années, j'y allais pas de main morte. J'avais un blog où je balançais sur les candidats de télé-réalité. Quand on voulait pas venir en interview avec moi, je sortais des dossiers sur les gens. C'est vrai que j'ai participé à un système qui m'a explosé en pleine tête et dont j'ai été moi-même victime. J'ai d'ailleurs même créé des monstres qui ont pris ma relève, des gens qui veulent aller toujours plus loin que moi. Et je pense que justement aujourd'hui dans ma lutte, je suis encore plus crédible que n'importe qui parce que j'ai été des deux côtés. J'ai pu, sans m'en rendre compte à l'époque, parce qu'il y a 7-8 ans, les réseaux sociaux n'étaient quand même pas ce qu'ils étaient aujourd'hui, mais j'ai pu, sans m'en rendre compte, un petit peu aussi être à l'origine de vagues de harcèlement. Et je l'ai aussi subi, donc en fait, je comprends les deux côtés et ça me donne beaucoup de recul justement pour ma lutte aujourd'hui. Et moi, en lisant ton livre, ce que j'ai remarqué surtout à la fin, c'est du coup que tu termines sur une note très positive parce que je trouve que tu mets des mots qui touchent, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, ça m'a fait du bien personnellement, alors que je ne suis pas cyberharcelée ou quoi, mais quand tu parlais de la positivité dans la vie, etc., est-ce que pour toi c'était important de terminer ton livre sur une touche positive, sachant que toi tu es un personnage très positif ?
Oui, bien sûr, c'était hyper important parce que malgré le sujet très lourd de tout ce qui m'arrive et de l'horreur du quotidien, au final, chaque expérience qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et j'avais vraiment besoin de transformer tout ça en positif et de renvoyer aussi voilà, cette combativité aux jeunes, aux gens qui ne croient pas en eux. C'est hyper important le feel good avec tout ce qu'on vit, le Covid, la société, tout est difficile dans ce monde actuel. Donc, il fallait vraiment que je donne cette note d'espoir et de positivité. On peut tous s'en sortir à condition d'y croire. Et moi, je suis hyper heureux parce que tout ce que j'ai traversé, même si ça a été horrible, m'a permis d'évoluer, de ne plus me comporter comme je me comportais à l'époque Ouais. parce que je l'ai subi maintenant. Et ça me permet aujourd'hui d'être la meilleure version de moi-même, d'évoluer. Donc, au final, on arrive toujours dans la vie à retourner un peu les choses. Et c'est important de le faire, sinon c'est la fin, quoi. Il faut pas que ça soit la fin. Toujours retourner les choses en sa faveur. Retomber sur ses pattes. Fun Radio. Enjoy the music.